Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Nous sommes réunis pour parler d'Astérix avec Didier Conrad et Jean-Yves Ferry, les deux auteurs qui ont, vous le savez sûrement, repris la série avec Astérix chez les Dick. C'était leur premier album à tous les deux dans cette série-là, et on va aujourd'hui discuter un peu de l'histoire de cette création qui a été très particulière, et on imagine qu'il continue, on espère qu'il continue, et on va savoir comment il s'envisage la vie avec ce personnage. La vie avec ces personnages. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais d'abord commencer par leur poser 2-3 questions un peu biographiques pour qu'ils se présentent, parce que ce sont des auteurs avec une longue carrière. Et ça va permettre un peu de cerner les identités esthétiques et les parcours. Alors je vais commencer par une question toute simple. Quand est-ce que vous êtes tombé dans la bande dessinée? Moi j'ai commencé à 13 ans dans le journal de Spirou, j'ai publié une carte blanche. J'en ai publié 2 ou 3 autres par la suite et j'ai commencé à publier vraiment dans Spirou à l'âge de 19 ans avec une série qui était très mauvaise, qui était scénarisée par Mythique, et après j'ai travaillé avec Yann. Donc là on a eu un duo qui a duré un certain nombre d'années, on a fait Les Innommables, Bob Marron, et après on s'est séparés. J'ai continué à bosser chez Dupuis, j'ai fait 1 ou 2 albums en style du air libre, je crois que ça s'appelait Piège Nez, 2 albums, donc j'ai fait une série pour enfants qui s'appelait Donito, qui était dans le style disneyen. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est que ça fait beaucoup, j'ai compté, j'ai dû faire 45 albums, donc ça fait beaucoup. J'ai fait Rage, oui, c'est un style RG1, parce qu'en fait je suis spécialisé dans la BD franco-belge et j'ai un peu tâté de différents styles qui passaient du franquin RG en passant par Disney. J'ai un peu joué là-dessus. Et puis, autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux États-Unis, j'ai bossé 1 an pour DreamWorks pour un dessin animé qui s'appelait La Route d'Eldorado. Et après, j'ai repris la BD, j'ai continué Les Innommables avec Yann, j'ai enchaîné sur un spin-off des Innommables qui s'appelait Tigresse Blanche. Et j'ai dû faire 7 titres de ça, que j'ai continué avec mon épouse. Après, j'ai fait Rage. Et puis, c'est tout. Je crois. Je crois, je sais plus exactement. Il y a toujours plus de 40 volumes. Plus de 40, ouais. Personnellement, j'ai fait beaucoup moins. J'ai commencé comme lecteur de Didier, d'ailleurs. C'était un bon début. Qui m'avait précédé dans ma carrière, puisqu'il était beaucoup plus précoce que moi. Donc moi, j'ai commencé plus tard. J'ai commencé par l'illustration jeunesse. Après, je suis passé chez Flic Glacial en 93. Puis chez Dargaud, avec Larsenet pour le retour à la Terre, et quelques autres petits albums, puis chez Hachette en fait, avec Astérix, pour résumer. Comment vous avez découvert Astérix? Quelle place ça occupait dans vos lectures d'enfants? Je commence. Oui. J'ai commencé à lire Astérix tout petit, je veux dire vers 7-8 ans je pense. Je ne connaissais pas du tout parce que en fait à cet âge-là je lisais que Spirou. Donc ça a été un choc parce que c'était très très au point. Donc quelque chose qui ressemblait vraiment au code belge, franco-belge disons, mais en étant quand même très différent parce que beaucoup plus violent et beaucoup un style d'humour assez différent en fait. Donc c'était un choc. À partir de là j'ai acheté les albums. C'était aussi quelque chose qui ne paraissait pas vraiment dans un journal. Ça paraissait dans Pilote, mais je ne connaissais pas Pilote. C'était pas vraiment le genre de journal qu'on lisait à cet âge-là, c'était un peu trop évolué. Et donc je sais que je comprenais pas pourquoi Astérix paraissait dans Pilote. Donc, je voulais que ça paraissait là-dedans. J'ai vu aussi Click passer de Spirou à Pilote, donc c'était très bizarre. Parce que c'est un âge où on aime bien que les choses soient claires, et là ça devenait très confus. Donc c'était un choc. C'est un choc, ça m'a beaucoup influencé en fait. Je me suis rendu compte en rétrospective en travaillant sur Astérix qu'il y avait beaucoup de choses, des réminiscences par exemple le fait d'avoir fait Les Innommables où il y avait Mac, Tim, un qui était gros, un qui était petit. Pour ceux qui connaissent Bob Marron, c'était la même chose, il y avait un gros, un petit. Il y avait je me rappelle en effet Tim qui dormait sur le ventre de Mac, en fait il y a une référence à Idéfix qui dormait sur le ventre d'Obélix.
Bon, le style rond, bien sûr, le côté expressif, pareil. Il y a beaucoup de choses. Ben moi, j'ai découvert Astérix chez Monsieur et Madame Buriès. Vous pouvez noter Monsieur et Madame Buriès, les amis de la famille. Il y avait des albums Astérix. Et après, j'ai lu Pilote. Et comme Didier, c'était assez étonnant de voir Astérix dans Pilote parce que Astérix, ça a un aspect assez enfantin quand on le découvre. Visuellement, ça a la rondeur d'un dessin assez naïf et enfantin, alors que le propos est souvent au second degré. Voilà, donc moi aussi ça m'a influencé, mais pas trop. Parce que finalement, Astérix était un monde tellement parfait, tellement qui fonctionnait en autonomie, que beaucoup de dessinateurs ont préféré s'en détourner et essayer autre chose. À l'époque, vous avez dit que ça a eu un choc. En quoi vous pourrez caractériser ce choc, si vous en souvenez? En quoi ça s'incarnait pour vous, notamment par rapport à l'école Spirou, et notamment parce que aussi à 13 ans, vous aviez déjà une approche du dessin, vous aviez déjà par l'approche des Oui, bon, c'est vrai que la plus grosse influence que j'ai eue, c'était Franquin au départ. Mais les références de base, c'était quand même Hergé, Franquin, Maurice avec Lucky Luke. L'essentiel, il y en a d'autres bien sûr, mais les influences majeures, les références majeures, c'était ça. Donc le choc qu'il y avait, c'était de trouver quelque chose qui était au même niveau, dont j'avais jamais entendu parler, que tout le monde connaissait par contre. Ça aussi c'est un choc, choc social. Enfin bon, disons que c'était assez étrange parce que ça avait l'air de sortir de complètement nulle part. Et en même temps, le nom de Goscinny, je connaissais parce que j'avais lu ça dans Spirou. Il était associé avec lui, donc c'était très étrange. C'est aussi une époque où on ne connaissait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas, pratiquement en province, il n'y avait pas vraiment de boutique de BD, il n'y avait pas de journaux de BD, il n'y avait rien. Donc on trouvait un bouquin, le bouquin il était complètement... c'était comme un alien, quoi. Ça venait de l'extérieur, et on ne savait pas ce que c'était, donc j'empêche, j'allais voir mon libraire, je me disais, bon, est-ce qu'il y a d'autres titres de ça? Aucune idée. Ou alors, je voyais derrière un album de Spirou, il y avait une couverture d'un album de Spirou. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais vu. Je demandais au libraire, dit ben, je vais voir chez mon distributeur. Puis le distributeur n'avait pas entendu parler de lui. Forcément, c'était un bouquin belge. C'était notamment le Spirou, le corps du rhinocéros, qui n'avait jamais été réédité. Mais on trouvait des bouquins qui étaient en stock depuis 20 ans chez un libraire. Donc derrière, vous aviez des couvertures d'albums qui n'étaient plus disponibles, mais personne ne te prendrait. Sauf bien sûr en Belgique où ils publiaient ça, mais disons, moi j'étais à Marseille, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'était un petit peu, c'était très magique la BD à cette époque-là, parce qu'on avait très peu d'informations. Et donc dès qu'on voyait quelque chose de nouveau, on ne savait pas en fait s'il y avait quelque chose de nouveau chez un libraire ou pas. Je me rappelle aussi de cette époque-là, j'étais allé chez un libraire et j'avais trouvé, c'était un libraire où il n'y avait que des vrais livres, et il y avait le secret de la grande pyramide en 2 bouquins, en un seul bouquin. C'était un bouquin, comment ils ont fait, c'était une compilation de 2 en 1. J'avais jamais entendu parler du livre. Et ce truc-là était couvert de poussière, il était resté depuis des années, et je ne savais pas que ça existait. C'était ça, en fait, la BD à cette époque-là, c'était comme ça. La BD à cette époque, il y avait aussi une sorte de puissance de feu de parution pour Astérix. Pour les parents, c'était comment? Parce qu'un Astérix qui sortait, c'était un cadeau d'anniversaire possible. Ça sortait pratiquement tous les 6 mois. Et pour les parents, c'était admissible. Astérix, c'est très vite devenu, pour aller à l'instar de Tintin, quelque chose qui pouvait rentrer dans les familles. Voilà. Comment vous avez réagi quand vous avez été approché pour reprendre Astérix? Quelle a été votre première réaction? Horrifié. Moi j'étais surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait une reprise, je n'étais pas au courant, j'étais aux États-Unis, je ne savais pas. Comment? Non, tu ne m'avais pas dit.
Et donc je ne me rendais pas exactement. En plus, ça a été très mystérieux parce que, comme toujours pour Astérix, c'est très compliqué. Et donc il disait, bon, il y a quelque chose à faire, c'est pour une réseau, est-ce que tu serais disponible? Et il ne disait pas ce que c'était, il disait pas ce que... Il ne voulait pas révéler qu'en fait il y avait un changement de dessinateur. Moi je pensais que, je ne savais pas en fait. Moi j'ai dit qu'il y avait Weber qui faisait ça. Donc première surprise, deuxième surprise, il ne le fait plus. Ou on ne le fera peut-être plus, en tout cas il en a besoin d'un dessinateur pour la suite. On ne savait pas si c'était pour Papa, pour Astérix, pourquoi. C'était plutôt... Et puis après quand on l'a révélé, je me suis dit c'est pas possible, c'est vraiment le truc. Je me rappelle qu'à un moment, quand j'étais plus jeune, je me suis dit un jour je ferai une reprise d'une grande BD. Et sauf Astérix. Parce que c'est trop de boulot, c'était clair déjà en voyant les pages que c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire assez rapidement. C'était trop dur. Donc je dis je ferai pas ça. Et bon ben voilà, c'est comme ça que ça arrive. Moi c'est pareil en fait. On croit souvent qu'on a accueilli ça avec joie et reconnaissance, mais c'était surtout une sorte de trac devant le fait, le phénomène. On sentait bien que ça nous dépassait un peu et que est-ce qu'on allait pouvoir le faire? Est-ce qu'on allait pouvoir rentrer dans ce jeu-là? Il n'y avait rien de sûr. Alors, Jean-Yves, comment réfléchit-on au personnage d'Astérix pour qu'il reste contemporain? Alors justement, c'est une question qui ne s'est pas vraiment posée sur le premier tome, les Pictes, puisque l'idée c'était, plus que d'être contemporain, c'était de remettre simplement les personnages en selle, de les remettre sur les rails de l'aventure. Donc sur les Pictes, on a été volontairement, et en tout cas pour moi ça a été le projet, volontairement un peu rétro, un peu vintage, parce que l'idée c'était de est-ce qu'on va pouvoir ressembler aux Astérix dans le temps. La question du contemporain va se poser plutôt sur l'album suivant. Ça, je crois qu'on peut le dire sans faire de souffle. Est-ce qu'on peut le dire? Je demande à l'éditeur. Oui, je peux le dire. Je vous posais cette question parce que lors de notre précédente discussion sur le sujet, vous disiez que vous aviez peur de l'inscrire dans l'air du temps parce que vous aviez peur du périssable. Oui, enfin, c'est de proportion gardée, c'est-à-dire qu'on peut aborder un thème contemporain dans ce qu'il y a de plus fondamental. C'est sûr qu'il n'y a pas l'écume de l'actualité dans Astérix. Par contre, le thème de société peut apparaître en filigrane. Là, il y a une question de dosage. Bon, ben, c'est toi qui fais le scénario, c'est toi qui expliques, là, j'ai bien. Donc je pense avoir tout. Sur le scénario, justement, comment ça se passe l'écriture du deuxième sans révéler l'histoire? En quoi elle change l'écriture du premier? Elle change justement parce que sur le premier, nous avions des conditions très particulières. Puisqu'au moment où j'ai été contacté, on m'a associé à un dessinateur qui finalement n'est pas resté en course. Donc je me suis trouvé un petit peu seul à monter l'histoire des Pictes, on va dire de A à Z finalement. Puisque Didier est arrivé à un moment où, à cause du calendrier, seul restait le temps de la réalisation. Oui, tout le scénario était découpé, donc il y a eu quelques modifications, mais c'est Jean-Yves qui les a faites. Moi, je ne suis pas du tout intervenu. D'où la qualité de ce doublement, je ne pouvais pas intervenir, hein, parce qu'en fait, le monde est très crispé. Et il n'y avait absolument pas de temps, donc si je commençais à me dire tiens, on pourrait peut-être changer ça, ou j'ai une super idée, eh bien ça voulait dire aussi que ça allait faire 15 jours en mois de retard, et les délais étaient tellement serrés que c'était déjà pas possible à faire maintenant. Donc la différence cette fois-ci, c'est que Didier était là depuis le début, on a pu évoquer ensemble le thème qu'on allait choisir. On a pu parler de la matière de l'album ensemble, ce qui est une bonne chose parce que graphiquement il a réagi très vite et en étant déjà sur les premières pages, Didier envoyait des dessins, ce qui permettait d'installer un peu l'univers du deuxième et qui moi m'a beaucoup aidé parce que il y avait la question pour moi sur le premier de coller visuellement aussi à Astérix. Et là, ça a été plus facile parce qu'il y a eu un échange et
on a avancé comme ça parallèlement. Oui, bah c'est d'ailleurs aussi que c'est quand même assez difficile de travailler un scénario qui est aussi, comment dire, intimidant au départ. Passer après Goscinny, c'est vraiment pas un cadeau pour n'importe quel scénariste. Donc, en plus, c'est une technique très particulière. C'est un style de BD qui est un peu daté, c'est vrai, mais qui est très connu de tout le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et quand on écrit quelque chose, j'ai un petit peu d'expérience scénario quand même, hein, donc quand on écrit quelque chose, c'est quand même très abstrait. On va voir comment ça marche, il faut voir sur la page. Donc en fait, bon, on a discuté des idées avec Jean-Yves, et bon, il a bien réfléchi sur ça de son côté, il a commencé à découper, puis au bout d'un certain nombre de pages, bon, pendant qu'il faisait les 10 premières pages, il fait un peu des études de personnages pour qu'on commence à se mettre d'accord, et à partir du moment où il avait fini les 10 pages, j'ai découpé par derrière, c'est-à-dire j'ai remis en page, faisant quelque chose qui donne assez un rendu assez proche du résultat final, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le lire et ça ressemble à du Astérix, ce qui me permettait de voir comment ça fonctionnait. Ce qui en fait, c'était fait pour, lui faciliter le travail, pour qu'il part de voir si la chose fonctionnait avec le graphisme. Ça permettait aussi de faire que du côté d'Albert René et de Hachette, ils voient comment les choses fonctionnaient, parce que c'est pas forcément évident de lire un scénario fait par un scénariste professionnel, parce que c'est quand même technique et abstrait. La plupart des gens dans les bureaux d'achat ne peuvent pas le lire, donc il y en a certains qui peuvent le lire bien sûr, mais pas tout le monde, donc il faut que tout le monde puisse donner son avis sur un projet de cette taille. Donc il y avait ça, et en même temps, bon, il y avait la possibilité de le faire plus facilement, parce que ça avançait, ça permettait d'avancer aussi plus rapidement. Et psychologiquement, c'est mieux, parce que déjà le projet est lourd, donc si vous êtes seul un petit peu à sentir que vous portez tout ça, c'est assez vite décourageant. Oui, mais je ne sais pas toi, pour toi, comment ça se passe. Moi, je sais que les 10 premières pages, c'est toujours la panique, parce que le style ne vient pas. J'ai toutes mes habitudes qui reviennent, et chaque fois, ça ne ressemble pas du tout, donc je suis obligé de refaire. Et quand je refais, je me dis, mais attends, ça m'a pris combien de temps? Je ne vais jamais y arriver, c'est un truc comme ça. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil pour le scénario, mais en tout cas, pour le dessin, c'est ça. Donc il faut 10 pages pour petit à petit reprendre le rythme. Voilà. Et c'est 10 pages après où le rythme y est, et à la fin, enfin à la fin, parce que la fin c'est toujours le moment où il y a plus de décors, plus de bagarre de main, plus de foule. Le scénario, c'est comme une traduction, c'est-à-dire vous commencez à écrire le scénario dans votre langue, et puis vous le traduisez en Astérix. Vous voyez si ça tient ou pas, et puis vous le mettez dans la bouche, le dialogue des personnages, vous le mettez aussi visuellement dans le style Astérix, c'est-à-dire avec ce rythme très particulier de la page, et vous gardez ou vous ne gardez pas. Vous jetez vos idées si elles correspondent pas. Quelque chose que vous aviez dit lors de notre précédente discussion, c'était l'envie de travailler sur cette dimension de bande dessinée consolatrice qui était propre à Astérix. Oui, moi j'ai parlé de bande dessinée consolatrice, bon ça c'est une formule que j'aime beaucoup et qui je trouve définit très bien. Divorcé, donc tandis que j'étais petit, je vais vous expliquer tout ça. Non, consolatrice parce que enfant, moi j'avais cette pratique de la bande dessinée. Il y avait cet aspect où quand vous ouvrez un album, vous avez un univers qui est structuré, complet à l'intérieur d'un album. Chaque album est un univers d'un individu différent. Et dès le premier coup d'œil, vous entrez dans un autre univers, grâce au dessin. Donc il y a toujours pour des enfants, et je pense que ça a encore cette vertu pour beaucoup d'enfants, la bande dessinée, d'être un univers dans lequel vous pouvez vous réfugier. Vous aimez tel ou tel auteur, quand on parle de Franquin, on adore partir avec Franquin dans les détails de cases, dans ses décors, dans la manière dont il va dessiner un paysage, etc. Tout ça est d'un plaisir, c'est un plaisir extrême, doublé d'une certaine sécurité, parce que c'est un univers clos finalement.
Voilà un peu la manière dont enfant, moi je voyais ça, et Astérix faisait partie de ces bandes dessinées dans lesquelles on est confortable. Albert Uderzo était le roi pour dessiner des intérieurs de chaumières confortables, des sangliers appétissants, des gâteaux à la crème qu'on avait envie de goûter. Voilà, c'est tout sur cet aspect-là. Tout à l'heure, vous parliez de votre propre, des difficultés des 10 premières pages, de votre propre grammaire, et puis qu'il fallait traduire ensuite dans la langue. J'aimerais que vous donniez tous les deux la définition du langage Astérix que vous vous êtes forgé. Donc pour la définition du dessin, dans le cas d'Uderzo, on sait que c'est une quantité de travail hallucinante. Il faut comprendre que Uderzo est quelqu'un qui a passé sa vie à dessiner, qui, même en vacances, il dessinait, même quand il était sous la tente, il dessinait. C'est quelqu'un qui fait partie des dessinateurs qui se sentent à l'aise quand ils dessinent. Et la vie est peut-être quelque chose de moins, où ils se sentent moins heureux, disons. Donc Franquin était comme ça, Möbius était comme ça, et Uderzo est comme ça. Donc ça veut dire que c'est des gens qui bossent comme des malades sur leur page. Et disons que vu qu'ils s'amusent tout le temps, c'est pas vraiment le même type d'effort. Quand c'est en plus leur univers, c'est normal, quoi, tout va bien. Maintenant, quand on passe derrière, quand on doit s'adapter, c'est plus compliqué, surtout quand il y a des gens qui vous disent oui, mais là il faut peut-être que ça change, ça fait que ça prend beaucoup plus de temps, c'est très, comme on dit, time intensive, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et c'est usant, bien sûr. C'est le problème. C'était pas ça la question, j'ai l'impression que j'ai complètement divergé. Non, la question c'est le style de votre langage, le langage. Je suis en train de me plaindre, j'en pensais aux efforts que j'ai faits, aux efforts que je fais et que je dois encore faire. La dimension thérapeutique doit peut-être déjà. En fait, il faudra un divan, je pense que si un divan, ça ira mieux. Donc le style d'Uderzo. Le style d'Uderzo, c'est un style très bizarre, c'est un style hybride qui est... c'est la question, c'est le style d'Uderzo. C'est ça. Donc c'est un style hybride qui est en fait assez proche de Disney dans l'approche, où vous avez un dessin très humoristique, un décor plutôt réaliste qui pourrait passer dans une série réaliste, et aussi avec des personnages qui ne sont pas forcément dans les mêmes codes graphiques. Et ça passe la plupart du temps. Il y a quelques endroits où c'est pas passé, il ne faut pas critiquer, mais je veux dire, ça passe pratiquement. Quand il est en pleine forme, ça passe. Voilà. Et c'est assez dur à faire, parce que normalement ça ne marche pas. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait. En principe, il doit y avoir une unité graphique, un style. Disons tout ce qui est franco-belge, c'est ça. C'est rigueur, style. Vous trouvez ça dans les très grands dessinateurs et dans les dessinateurs qui sont moyens, comme Béliot par exemple, qui n'était pas un très grand dessinateur, mais qui avait un style impeccable. Vous trouvez ça chez Will, vous trouvez ça chez pratiquement tout le monde. Machoro par exemple, c'est un style. C'est Berkeley, vous voyez les Clifton de Machoro, c'est nickel. Maurice, c'est pareil, c'est un style. Et en fait, Uderzo, il n'est pas du tout sur le style, il est vraiment sur le dessin, et sur l'expression, la vie, les personnages, et la générosité, c'est-à-dire tout ce qu'il peut mettre pour amuser, pour plaire, et il se débrouille pour que ce soit lisible. Ça non plus, ça ne devrait pas marcher, parce qu'en fait, il y a plein de... disons, quand on analyse bien ces dessins, il y a plein de choses qui ne marchent pas normalement. Et il arrive à faire marcher ça par des trucs techniques qui sont assez compliqués à reproduire, qu'on ne voit pas les originaux, parce que c'est des astuces pour faire pour en fait aider le lecteur à identifier des dessins. Si vous regardez bien les dessins, vous voyez des tas de choses qui se touchent. Normalement, on ne doit pas faire ça. On doit essayer de silhouetter au maximum les personnages. Vous voyez ça même dans les règles graphiques que tout le monde a utilisées dans la BD franco-belge. C'est toujours des choses qui viennent des dessinateurs de Disney, les Nine Old Men. Donc vous avez, quand vous faites un dessin, normalement vous silhouettez les choses, il faut que ça puisse être lisible en silhouette. Donc si vous ne faites pas de choses qui se superposent, qui sont les unes devant les autres, vous ne faites pas des mouvements, quand vous montrez par exemple quelqu'un, quand quelqu'un montre quelque chose, il ne va pas montrer avec le doigt ici,
parce que le doigt va être sur la personne. On va le montrer comme ça, parce que ça va bien se détourer par rapport au décor. Vous ne mettez pas un décor compliqué derrière, parce que sinon c'est pas facile à lire. Tout est fait comme ça. Et Uderzo, pratiquement fait l'impasse sur tout, il s'en moque complètement et il arrive à faire que ce soit lisible. Ça aussi c'est difficile à gérer, parce que c'est pas vraiment ce que, disons, c'est presque tout ce que j'avais appris avant. À part qu'il faut savoir dessiner, on s'en sort comme ça. Donc là, l'astuce qu'il a notamment pour arriver à faire que ses dessins soient fluides et agréables à voir, c'est de ne pas fermer ses traits à un certain nombre d'endroits. Mais j'ai analysé ça de près, il n'y a pas de règle non plus, c'est en fonction du dessin qu'il le fait. Donc on ne peut pas simplement dire, bon, je fais mon dessin, je superpose tout, puis après, à tels endroits, je ne vais pas fermer mon trait. Non, s'il y a certains endroits où ça marche, d'autres où ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est compliqué, il fait tout à l'instinct. Le problème, c'est que c'est un dessinateur qui n'est pas un designer, c'est pas quelqu'un qui a défini un style tout en ayant pu créer différents styles pendant toute sa carrière, tenait complètement, mais vu qu'il ne le fait pas de manière systématique ou de manière économique comme pouvait le faire Maurice, vous avez quelque chose qui n'est pas vraiment décodable. Vous ne pouvez pas vraiment faire une Bible en disant voilà, vous pouvez faire ça, ça sera du Uderzo. Ça va être beaucoup plus vaste, ça va être débrouillez-vous pour que ce soit drôle, expressif, super bien dessiné, et surtout qu'il y en ait plein dans les cases, beaucoup de décors. Allez-y, voilà, vous avez 3 mois. On peut dire pareil pour Goscinny. D'où d'ailleurs le miracle que constitue la rencontre des deux, parce que Goscinny lui-même a cette espèce de... On ne peut pas dire qu'on arrive à tirer un style de la lecture de Goscinny. On ne peut pas tirer une recette, on ne peut pas tirer vraiment des ficelles. Parce que la seule constante dans toutes ces histoires, c'est la lisibilité, cette espèce de rythme joyeux qu'il a pour raconter une histoire qui peut être lue par des enfants, mais au beau moment d'arriver à passer une allusion pour les plus grands, etc., au détour d'une phrase. Par ailleurs, il y a cette science du rythme, c'est-à-dire de la manière de découper cette histoire en tranches et en pages très très lisibles. Et donc moi j'ai lu Goscinny de près, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé, j'ai juste essayé de retenir cette légèreté. Parce que finalement, tout passe. Il arrive très rarement dans Goscinny que vous vous disiez qu'est-ce qu'il veut dire là, je n'ai pas complètement compris l'histoire, etc. Vous comprenez toujours. Après, ce qui peut vous échapper, c'est une nuance, un calembour, tout ça. Mais au niveau de la structure d'une histoire, il y a cette qualité presque enfantine de savoir raconter une histoire au premier degré et de jouer malgré tout sur un autre niveau. Et justement, comment on s'adapte à ça? Quels sont par exemple, j'imagine que pour les vides, ça se travaille à l'ancrage, on les retire après avoir fini son trait. On se retient comme un peu, puis après on retouche. Ouais. On utilise du blanc. À certains endroits, quand on voit que ça bouge, on le fait. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé. Je veux dire que là, j'ai fait les cabriolets du deuxième album. Je n'ai pas encore attaqué l'ancrage. Je peux encore trouver, je sais pas. Mon ancrage du début fonctionne, mais il n'est pas complètement au point. Je vais essayer d'améliorer, mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais essayer. Le problème, c'est vu que c'est instinctif, et il faut que j'arrive à trouver. Donc ce que j'ai comme avantage maintenant, c'est que, j'ai plus d'habitude, j'ai fait déjà un bouquin et un deuxième bouquin filmé. 2, on a enfin donné des scans originaux de très bonne qualité, ça veut dire que je peux plonger dans le dessin et voir comment le trait est fait, parce qu'en fait, pour retrouver le geste, c'est essentiel. Si je le fais en grand, après je peux le reproduire en plus petit. Parce que le problème, c'est que c'est plein de gestes tout petits qu'il faut faire tout le temps, et ça vous fracasse la main en fait. Faire ça. Comment dire, j'ai dû en créer sur 2 mois et demi, j'ai pas arrêté. Après, j'ai eu un pendant 2 mois. Donc c'est vraiment quelque chose où c'est sur la contrainte, sur la retenue, le geste juste. Et bon, ça va si on a un peu de temps, parce qu'on peut se reposer la main, mais sinon c'est pas bon. C'est certainement un moment qu'il ne pouvait plus entrer. Parce qu'il n'a pas arrêté de bosser. Je pense que c'est ça. Mais
Surtout qu'ils faisaient un album aussi. Oui. Mais disons, les albums qui servent de référence, c'est des albums qu'on faisait quand il y avait on m'a dit au début, mais pas de problème, Uderzo faisait 4 ou 5 albums par an. En fait, il a fait ça sur certaines périodes, et c'était moins soigné. Quand on prend les albums qui commencent à être vraiment soignés, comme Les Lauriers de César, qui sont super travaillés avec Rome, il faisait ça en 9 mois. En très temps, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup bosser. Donc, pour compter l'entraînement, il fait ça son style. On a 3 mois pour apprendre le style. Et avec des gens qui disaient tout le temps de refaire telle chose, rajouter telle chose, etc. C'était normalement pas faisable. C'est pour ça que je m'en rappelle encore. Et que chaque fois que je peux le dire, on sent c'est pas normal ce qu'ils m'ont fait faire. Je sais que j'y repense, et je sais que même en travaillant sur ce deuxième album, mon inquiétude c'est d'être en retard, parce que j'ai pas du tout envie de revivre même un mois comme ça, ce que j'ai fait avant. Ne serait-ce que parce que c'est pas drôle. C'est très amusant de travailler si on a le temps. Autrement, c'est un cauchemar. Pour ceux qui ne connaissent pas les conditions de travail du premier album, vous pouvez les rappeler? Parce qu'elles sont assez épiques quand même. Oui, disons que Jean-Yves a eu 2 ans pour faire le scénario, et moi j'ai eu 8 mois pour faire le dessin. 2 ans de travail plein. Ouais. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y a eu le premier dessinateur qui a arrêté pour je ne sais pas vraiment quelle raison, mais qui n'a pas pu suivre, le temps de sélectionner un autre dessinateur, puisqu'il y a eu plusieurs dessinateurs qui ont été contactés, qu'il y a eu une sorte de test pour voir qui pouvait le faire, plus le temps de se mettre d'accord sur le contrat, savoir quand on pouvait faire, terminer les bouquins d'avant, parce que je faisais notre album avant, donc il a fallu que je termine ça, et tout de suite après, j'ai dû me lancer dans Astérix. J'ai eu, en fait, en temps réel, 8 mois, mais entre-temps, j'ai dû venir aussi à Bologne. Il y a eu le temps d'adaptation pour arriver à avoir les scans des pages qui étaient des scans de pas très bonne qualité, ce qui n'était pas évident. Donc il y avait des tas de choses. C'était mieux que les albums, parce que les albums que j'avais, c'était des albums d'Argo qui étaient super mal imprimés. Il y avait tout le truc d'arrière-plan qu'on ne voyait pas. On voyait les couleurs, on ne voyait pas de traits, donc c'était plutôt gênant. Et les scans que j'ai eus, c'était en fait des scans de pas très bonne photocopie. Ça fait que tout ce qui était fin, c'était pas possible de le voir. Donc je devais supposer comment était le trait réellement. C'était pour ça que c'était difficile. Puis en plus, le problème c'était qu'il fallait apprendre, le faire, créer des trucs là-dedans, reprendre les retouches, les critiques et intégrer tout ça, et puis terminer à temps. C'était pas possible que ce ne soit pas fait à temps. Les conditions du test, c'était ça, quoi. Donc si ça ne marchait pas, le bouquin ne sortait pas, c'était la catastrophe. Moi, j'ai réussi à avoir des scénarios écrits par Goscinny. Ah, c'est génial. Ouais, même Lucky Luke. Et Astérix, je ne le fais pas. Et oui. C'est éclairant. C'est éclairant, mais c'est pas ce que j'ai utilisé, parce que Goscinny, il faut savoir, il tapait son scénario de A à Z, c'est-à-dire qu'il décrivait l'action d'un côté, il tapait le dialogue de l'autre. Donc tout uniquement en indication de texte. Moi, j'agis par le dessin. Je fais une politique historique. On voit. Donc, je trouvais que c'était plus commode pour moi, parce que j'avais ainsi visuellement l'impression d'avancer dans un Astérix et de voir en temps réel ce qu'une page se dessiner. C'est très mystérieux cette histoire de scénario de Goscinny, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il travaillait. En même temps, il paraît qu'il faisait des croquis avant de taper. Donc si ça se trouve, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire des découpages dessinés, puis après il réécrivait pour pas influencer la On a trouvé quelques petits photographes de Goscinny, mais c'était pas ce qu'il mettait en avant, et en tout cas à Uderzo, il donnait que le texte. Alors justement, ça va être peut-être difficile pour vous de répondre à cette question, puisqu'il y a aussi le langage d'Uderzo et de Goscinny dans votre manière de travailler. Généralement, dans un couple scénariste-dessinateur, il y a une influence qui fait que le dessinateur ne dessine pas tout à fait pareil quand il travaille avec ce scénariste-là, et vice-versa, des fois le scénariste n'écrit pas tout à fait pareil, mais sinon en écrivant pour ce dessinateur-là. Je voulais savoir, l'un et l'autre, en quoi vous sentez l'influence de votre collaboration sur le film, s'il y en a une. Personnellement, c'est un peu tôt pour le dire,
on est tous les deux pour l'instant dans le rôle d'être fidèle en fait au modèle. Oui, parce qu'on est encore en train d'apprendre. Je sais qu'il va falloir à peu près 3 bouquins pour penser le modèle, si on veut les trois. Donc, par exemple, je découvre dans celui qu'on est en train de faire que Didier dessine parfaitement les chevaux. Donc je me dis, tiens, on va devoir faire quelque chose peut-être de plus développé avec des chevaux, ou jouer avec ça, ou avec le personnage de César, ou avec le personnage de tel ou tel aspect de l'univers d'Astérix, que je vais le trouver à l'aise, par exemple. Là, ça va peut-être me donner envie. Mais là, on n'en est pas là, on en est à découvrir chacun son domaine. Oui, puis essayer de trouver une bonne synergie entre les deux. Cet album-là, c'est vraiment pour voir comment on travaille en équipe, pour bien définir les rôles de l'éditeur et des auteurs, pour que l'éditeur soit supportif et nous aide, mais ne nous mette pas comment dire, c'est pas des bâtons dans les roues, mais disons que tout ce qu'il puisse nous dire nous aide plutôt qu'autre chose. Et bon, les impératifs ne sont pas les mêmes, forcément, et même si l'objectif est commun, puisqu'on est tous d'accord qu'on veut faire des Astérix qui soient vraiment dans la tradition, dans la lignée, en essayant de renouveler si c'est possible. Il y a une piste qui nous permet de renouveler, c'est que le temps a changé depuis les Astérix de la grande époque, c'est-à-dire que les références sociales sont différentes. Donc on a d'autres sujets, il y a d'autres choses qui arrivent, qui peuvent être développées dans Astérix qui n'ont pas pu être faites il y a 20 ans. Donc il y a ça. On a beaucoup progressé pour l'instant pour surmonter le décalage horaire. Donc on avance. Oui, puis maintenant on peut bosser par Skype, on discute par Skype, il y a des mails et tout, c'est pas difficile, hein, c'est plus facile à travailler ensemble. Par exemple, mais il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais le sujet de la couleur, moi j'avais été très intéressé, c'est Jean-Yves qui avait super couleur. Ça c'était aussi des questions d'idées, normalement c'est moi qui ai dû le faire, j'ai demandé à Jean-Yves de le faire parce que j'avais absolument pas le temps. C'est soit j'en crée, soit je supervise. Je ne sais pas si je vais été payé pour ça. La couleur sur les pics est assez, elle est quand même très lancée. C'est pas bien fait, je n'ai absolument pas intervenu. C'est pareil, si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais fait, mais il se trouve qu'on était embarqué dans un délai très serré. Didier était occupé à finir ses pages. Oui, je me rappelle très bien quand je te dis ça. Trop chouette à fait, ça c'était bien. Ça m'a soulagé parce que je souffrais beaucoup à l'époque. Je me dis, Et après les Skype, moi de toute façon, je vais me coucher. Et lui, c'est le repas de midi. Donc, on ne surmonte pas l'épreuve pareil. J'avais une question sur l'ancrage. Vous allez le refaire comme dans le précédent volume en partant de la fin pour remonter jusqu'à la première planche pour unifier le style. C'est pas vraiment pour unifier. Le premier album c'est pour unifier le style, mais c'est aussi parce que vu que je suis obligé de faire tous les crayonnés, ça aussi c'est une contrainte. Je suis obligé de faire tous les crayonnés parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur l'histoire dans son entièreté. Si je dois faire tout l'ancrage d'après tout changer, ça va prendre tellement de temps qu'on n'aura pas le temps de faire les modifications. Donc je suis obligé de faire tous les crayonnés, ce qui n'est pas du tout ma façon de travailler. Donc je ne peux pas, je peux pas gagner du temps. Normalement, quand vous faites une page, vous gagnez du temps en faisant crayonner. Quand vous êtes sûr que le crayonné est bon, vous l'ancrez, vous connaissez le dessin, vous l'avez en mémoire. Et donc vous savez ce que vous corrigez, est-ce que vous voulez mettre en valeur ou pas. Quand vous avez fait quelque chose il y a 3 mois, pratiquement vous avez oublié le dessin. Donc en gros, souvent il faut un peu retravailler le crayonné pour le reprendre en main. Souvent on corrige des choses. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que, disons, en partant de la fin, c'était les dernières pages que j'avais faites, donc j'ai pu récupérer un peu de temps sur les dernières. En même temps, les dernières pages étaient meilleures, il y avait moins à corriger. Ce qui m'a permis d'unifier le style, parce que au fur et à mesure que l'ancrage s'améliorait, le dessin était un peu détérioré par le bout, donc ça s'est équilibré de cette manière. Donc les ancrages sont meilleurs au début de l'album, et les dessins de base sont meilleurs à la fin. Voilà. Donc pour cet album, alors, c'est la question. On y arrive. Dans cet album, je vais faire pareil, mais là il n'y a plus de déséquilibre de dessin par contre, le dessin est à peu près égal. Mais je vais quand même corriger au fur et à mesure, parce que c'est possible de toute façon d'améliorer
vu que je peux pas, j'ai pas de dessin en mémoire, je suis obligé de le changer, donc j'essaie d'améliorer si je peux. Il y a toujours des petits détails qu'on peut rajouter, il y a toujours des petites, je sais pas, c'est comme un personnage qui était un peu ébouriffé, et puis il n'a pas été assez ébouriffé, on peut le rendre un peu plus amusant de cette manière-là, je vais le faire. Et ça, de toute façon, je fais passer par personne, je le finis, et puis c'est tout. Généralement, c'est bon, c'est le genre de liberté que j'ai. Comment vous pourriez qualifier votre amélioration n'est pas beau, mais le fait que vous ayez plus le style aujourd'hui, en quoi vous trouvez que vous avez plus le style? Ou plutôt, quels étaient les défauts que vous trouviez à votre dessin au début de la série? Les défauts, c'est que j'ai des problèmes de proportion, des problèmes d'unité de style, il y a des problèmes que ça demande tellement crispé que le dessin est un peu raide, donc il y a moins de souplesse, il y a moins de soins dans les personnages secondaires, il y a moins de soins dans les expressions des personnages secondaires. Tout ce qui était personnage secondaire a été moins soigné parce que c'était moins important. Le focus était... Je ne dis pas le focus. Hein. Donc le point de... Bon, enfin bref, le focus, c'était vraiment qu'Astérix et Obélix soient le plus fidèle possible. En revoyant ça avec le recul, je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres dans les yeux d'Astérix. J'ai eu du mal à capter les yeux d'Astérix parce qu'en fait les yeux d'Astérix sont très grands. Là aussi, il n'y a pas vraiment d'unité de style. Vous avez des personnages qui ont les yeux tout petits, avec juste un point, puis d'autres qui ont des grands yeux à mi-pied avec un point lumineux. Et c'est très étrange. Et j'ai jamais remarqué avant de le faire. C'est ça la force de Uderzo, c'est qu'il arrive à faire des choses qui normalement ne devraient pas marcher. Et il arrive à faire que ça soit. Je ne sais pas comment il fait ça. C'est parce qu'il fait ça au feeling, donc ça passe. C'est vraiment émotionnel, c'est un dessin très émotionnel. Voilà, donc autrement, qu'est-ce qui ne marche pas dans le dessin? Les décors ne sont pas très soignés. Tout ce qu'il y avait sur l'Écosse, c'est pas terrible. Je veux dire que c'est pas... comment dire? Si ça avait été bien fait, il aurait fallu plus de temps, plus de doc. Je travaille aussi sur les couleurs, parce que l'ambiance de l'Écosse, c'est pas comme ça en fait. Ça, c'est très, très basique comme idée de l'Écosse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Finalement, on ne trouve pas beaucoup d'Écosse en ce moment. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas? Toutes ces choses-là, du coup, vous les retravaillez dans le deuxième, vous essayez de... Ah ben non, le deuxième, il n'y a pas ça de problème, parce qu'il n'y a pas de problème de temps. C'est-à-dire qu'en fait, le premier bouquin, comme je vous disais, j'avais absolument pas le temps physique, même la durée nécessaire en nombre de traits, il faut un certain temps pour le faire. S'il faut le faire, le refaire, vous avez encore moins de temps. Donc, je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. On peut faire mieux que ça, mais il faut plus de temps. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, là maintenant c'est fait, il faudrait le refaire. Il faudrait le refaire pour simplement que ça soit complètement... C'est aussi pour ça que quand j'en reparle, je sais que j'ai fait le maximum, mais je ne peux pas faire plus que ça. Je ne pouvais pas. Donc, mais celui-là, ça va aller pour ça. Donc si ça ne va pas, c'est parce que je ne peux pas le faire. Et c'est pas parce que je ne peux pas arriver à le faire. Mais sinon, c'est pas parce qu'il y a une autre raison. Ce sera ma faute, voilà. Et vous, Jean-Yves, par rapport... je me souviens qu'on avait discuté un peu dans l'écriture, il y avait une petite difficulté à unifier une longue histoire, je me souviens. Oui, c'est sûr. Et vous êtes plus sur des choses plus courtes, en fait. Oui, moi je suis quelqu'un du format court qui a fait mon premier récit long avec Astérix, quand même. Parce qu'il y avait le plus simple. Et c'est vrai que bon, pour le scénariste, il n'y a finalement que des coups à prendre, puisque vous êtes comparé immédiatement aux meilleurs Astérix, si possible. Donc quand vous êtes lecteur, vous avez en mémoire les plus très bons Astérix, et forcément vous êtes toujours en dessous. Puisque vous faites qu'essayer de coller à un univers et qu'on n'en est pas encore à prendre notre envol par rapport à cet univers-là. Donc tout ce côté un petit peu, on va dire, lourd d'écrire un scénario pour Astérix,
je l'ai vécu moyennement, parce que finalement, il fallait... j'étais conscient que je pourrais aller seulement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, quand vous écrivez pour vous-même, il y a une sorte de liberté par définition. Vous explorez un univers, vous arpentez un sentier, vous voyez où ça vous mène. Alors que là, vous êtes tout le temps, vous retournez sur vos pas pour voir si vous collez à l'univers. Et le lecteur ne s'est pas trompé. Bon, le lecteur, dans les meilleurs des cas, a reconnu qu'on avait fait un travail de respect vis-à-vis de l'œuvre. Mais ça ne pouvait en aucun cas être un album révolutionnaire. Non. C'était pas du tout... C'est-à-dire qu'en fait, personne n'attendait ça, ni le public, ni l'éditeur, ni les réseaux. Donc c'est un peu difficile de dire comment on fait ça. C'est donc les limites de l'exercice pour le scénariste. Il sait que il va, avec la matière qui lui est donnée, il va essayer de faire au mieux. Bon, déjà sur le deuxième, il me semble, c'est mon impression, que il y aura, en tout cas pour moi, il y a plus d'intérêt parce qu'il est déjà plus marqué par notre identité. Et au niveau de l'écriture au long cours, c'est plus facile, ça se fait plus naturellement, c'est toujours difficile de structurer l'histoire. J'arrive des fois à écrire 2 cases d'affilée, d'un seul coup. Non, mais disons que là aussi, vous êtes à la fois entre 2 tendances, c'est-à-dire écrire selon votre inspiration, et puis toujours pareil, refaire avec l'alphabet Astérix, vous reprendre et les réécrire. Donc je suis un peu plus à l'aise, et en tout cas, par rapport au premier, je crois qu'il y a un élan qui est différent, c'est-à-dire que, on peut le dire qu'on n'est plus dans un album de voyage. Je crois que ça, on peut le dire. On peut le dire, ça? Ouais. Donc, ça apporte aussi une inspiration nouvelle. Et pour moi, il y a donc un intérêt, une espèce de place plus grande qui nous est laissée. Je vais vous poser une dernière question avant de passer la main au public. Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'auteur, où vous prenez votre plaisir dans Astérix? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir dans les disons que c'est tellement difficile que quand on y arrive, on est content. Donc, le problème, c'est d'y arriver, c'est tout. Le processus est difficile. Bon, j'ai fait beaucoup de livres aussi. À la fois, c'est frustrant d'avoir tellement de boulot à faire pour faire une reprise, et en même temps, c'est rigolo que j'apprends plein de trucs. Parce que je ne pourrais pas vraiment, je ne mettrais pas les challenges de ce niveau pour quelque chose de nouveau qui serait une passion personnelle. Parce que je ne suis pas fou, je ne suis pas maso, donc je ne le ferai pas. Et donc d'y arriver, je suis content, mais en même temps c'est amusant, c'est un univers que j'adore. Donc c'est ce qui permet de le faire aussi. Sinon je ne crois pas que je l'aurais fait. C'est vrai qu'au départ, on avait discuté tous les deux, on dit bon, pourquoi on a fait ça? En fait, on a fait parce qu'on n'a pas refusé. L'idée de refuser Astérix. C'est trop poli. L'idée de refuser Astérix, c'est quelque chose qu'on aurait trimballé tout le reste de notre carrière, c'est impossible. Il y en a quelques-uns qui on a proposé ça, qui ont refusé, je ne sais pas comment. Ils ont eu la force morale de faire ça. Oui, voilà, psychologiquement, il fallait, je pense, 2 types comme ça, avec un vécu particulier. Pour arriver à se lancer là-dedans, parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, il y a forcément pas être rebuté finalement par le challenge. Il faut, je crois qu'il faut une psychologie particulière. Bon, oui, ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais c'est une alchimie. Il y a aussi un autre problème, c'est que quand vous prenez une reprise d'une série comme ça, c'est grave ce que vous avez fait avant. En gros, ce que vous avez avant, ça n'existe pas. Pratiquement. Si ça existe, mais c'est ce qu'on appelle une footnote en anglais, c'est-à-dire c'est juste quelque chose qu'on note au fait que vous avez fait ça avant. Voilà. Et c'est pas possible de se autrement. C'est impossible de faire un succès de ce niveau-là maintenant. Donc si on fait ça, on sait que quelque part, ça va être le sommet de tout ce qu'on en fait pratiquement. Ça va être, il y a zéro chance. Quoi que je prépare oui, enfin, moi je sais que j'ai zéro chance d'arriver à faire quelque chose d'équivalent qui puisse avoir le même impact. Donc quelque part, après
30 ans de carrière, se dit, bon, est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Moi, ça m'est égal, c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Parce que quand vous faites de la BD, c'est un boulot social, vous travaillez chez vous, vous voyez personne, vous êtes tout le temps sur votre page, vos personnages, vous commencez à croire que ça existe vraiment, vous pensez que... Et vous parlez aux gens de votre famille en disant des trucs que vous avez fait, pour qu'ils vous écoutent en attendant que ça s'arrête. Et puis, vous replongez dans vos pages. Donc c'est super important. À un certain moment, ça devient plus réel que la vie normale. Donc si on vous dit, bon ok, ben c'est bien, dans ton univers, on n'a plus rien à foutre, tu vas nous faire Astérix. Ça va parce que j'aime beaucoup Astérix. Mais on dirait ça pour une autre série, disons, tout ce que tu as fait avant, ça existe plus vraiment, pas ça existe pour les gens qui s'intéressent, c'est-à-dire 0,5% de ce que ça intéresse pour les Astérix globalement. Ben, c'est pas évident à avaler, quoi. Il faut vraiment bien aimer. Et c'est vrai qu'Astérix j'aime assez, donc c'est pas vraiment un problème. J'aurais pas fait pour autre chose, ça c'est sûr. Si ça avait eu ce rapport, hein, j'aurais pas fait pour autre chose. Et j'ai fait d'autres séries de reprises ou d'adaptations. J'ai déjà fait du Marsu, j'ai fait du Kiki, donc je connais ce processus. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que ça a juste un impact là. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'important. Je le faisais parce que j'aimais bien, c'est tout. Tandis que là, ça a des conséquences. C'est pas évident. Jusqu'à maintenant, tout le monde me connaît. Les gens viennent me voir simplement parce que je suis Astérix. C'est tout. Avant, ils m'ont croisé, on savait que j'étais. Donc c'est bizarre. Moi, ma famille vient me voir. Hein? Bon, merci beaucoup à tous les deux. Je vais laisser la main au public qui a probablement plein de questions à vous poser. Il nous reste une petite demi-heure. Alors Question à poser. Bon, d'abord, je suis un petit peu en retard, excusez-moi, parce que j'étais au théâtre. On peut J'ai eu répéter. un petit peu de mal à vous suivre aussi, parce que vous ne parlez pas forcément dans les micros, donc c'est un petit peu douloureux pour moi d'écouter. Mais à la fin juste avant d'arriver à cette dernière question, je trouve qui a été bien posée, je ne me sentais pas du tout envie maintenant d'acheter les albums. Alors qu'on a acheté le premier et le pire. Ça vient de l'heure, c'est l'heure de la sieste. Voilà, parce que j'ai pas senti en fait une passion en vous et de vouloir vous lancer là-dedans. Vous avez parlé des difficultés et j'ai compris que pour vous c'était une recherche, un travail, une envie pour arriver à quelque chose qui va vous amener dans une recherche. Mais vous avez insisté aussi sur le fait que vous étiez pris par les contraintes de temps pour le premier. Alors, ces contraintes de temps, je pense qu'elles peuvent être stimulantes parfois. Mais c'est pas si vous dormez pas. Quand on ne dort pas, au bout de 3 nuits sans dormir, on n'est plus trop stimulé. La stimulation aussi, voilà. mais pourquoi vous les acceptez alors? Est-ce C'est que c'est comme si elles sont si bridantes justement. Au départ, je ne Ça savais va arriver pas. à ce point. D'abord, on ne savait pas, disons ça, c'était les derniers mois en fait. C'était le moment où il fallait boucler l'album. Donc à partir du moment où vous avez fait tout ça, c'est vous ne pouvez plus vraiment dire bon ben maintenant je suis fatigué, je vais dormir. Même si bon, j'étais aux États-Unis, je ne pourrais plus le faire, personne ne serait venu, mais c'était pas possible par rapport à tout ce que tout le monde avait fait. De lâcher, ça aurait été sur moi, donc j'ai pas eu le courage en fait de ne pas finir l'album. En même temps, c'est pour le premier album. En contraste, le deuxième, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc vous pouvez acheter le deuxième. Et le premier, c'est trop tard, vous l'avez déjà acheté. Quelqu'un a une autre question? il faut aussi rappeler que dans le milieu de la bande dessinée, les contraintes des bouclages, c'est quelque chose même si là c'est un bouclage très particulier. C'est un bouclage particulier parce qu'en fait quand un éditeur place un Astérix, il fait en fait des engagements commerciaux 1 an avant pour les dates, en fait, pour les dates de mise en place. Et c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment bouger. C'est pour ça que l'éditeur est très nerveux dans ce cas-là. Surtout pour un livre comme celui-là où il n'y avait pas eu de nouveauté depuis 8 ans. Et où en fait c'est la plus grosse vente de livres de France. Donc dans le cas d'un éditeur, ça les rend vraiment nerveux. Et donc ça, cette nervosité, vous la trouvez en haut, et ça se multiplie à chaque étape, c'est-à-dire à chaque intermédiaire. C'est pour ça qu'après c'est difficile. Et pour ce genre de travail, c'est pas l'idéal du tout. Parce qu'en fait, vous devez, vous devez un peu vous perdre dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vraiment travailler sur ce genre de choses. En fait, vous devez
donner quelque chose qui donne de la bonne humeur et de la joie à des lecteurs et faire ça dans un degré de tension de ce niveau. C'est pas vraiment possible. Donc on l'a fait. C'est pour ça que je n'en reviens pas que ça a été possible. Maintenant, si vous me dites qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas dans ce bouquin, je vais vous dire, bon, il y a des personnages secondaires, le décor, tout ça, ça aurait pu être mieux fait, bien sûr. Mais tel que c'était, ça a été... et je crois que les lecteurs l'ont compris en général, c'est-à-dire qu'en fait, ils savaient que ça ne serait pas facile, ils s'attendaient à nettement pire, donc ils étaient plutôt contents du résultat, parce que c'était, en gros, c'était un album honnête d'Astérix qui respectait les codes et qui n'avait pas été fait, qui n'avait pas été bâclé, ni rien. Et de toute façon, c'est un album de transition, puisque c'est une reprise. Une reprise, ça peut pas être au top tout de suite. Surtout quand vous regardez une série comme ça, qui est la série. Vous avez Tintin, vous avez Astérix, puis vous avez pratiquement rien d'autre. C'est les deux seules séries. Donc c'est évident que c'est pas quelque chose qui peut être fait facilement. Et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer non plus. Je veux dire, l'éditeur a mis tout ce qu'il pouvait comme effort et comme challenge et comme, comment dire, comme effort même publicitaire, promotionnel et tout derrière, mais il ne sait pas comment on fait un album comme ça. Il n'a aucune idée. Et nous, on ne savait pas non plus. On n'avait aucune idée. Et quand on demandait à Uderzo, il disait, je fais ça comme ça. Et alors on vous dit, voilà, il y a 8 mois. Voilà. C'est vrai que je comprends la dame, on a l'air de se plaindre. Mais de fait, on peut se plaindre. Parce que moi-même, si je regarde, quand je regarde les critiques de cet album, je n'ai pas de quoi sourire béatement. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à des gens qui écrivent, j'ai même lu nullissime ou des choses comme ça, qui sont complètement hors de propos, parce qu'un album n'est jamais nullissime, surtout quand il tient compte justement d'un univers, qu'il le respecte et qu'il essaie de rentrer dedans. Dans le meilleur des cas, vous avez le scénario est faible, mais l'histoire reste plaisante. Vous voyez, ça c'est une critique que j'ai entendue. Bon. Comment vous voulez vous démêler ce genre de critique? Bon. Donc tout ça ne vous rend pas béat, c'est tout. Vous le faites parce que c'est votre métier, je dirais, c'est presque intérieur, c'est votre motivation de dessinateur, c'est un peu la voie que vous avez choisie. C'est encore de la création malgré tout, d'essayer de faire Astérix. Voilà. Mais ça a été un travail, il se trouve que c'est comme ça, le premier a été un gros travail, donc les échos qu'on en a fait ont peut-être cette couleur un petit peu de plainte. C'est une faute, mais c'est tout, mais c'est normal aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas passionné à notre manière. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus le tempérament des dessinateurs qui parfois pêchent par excès de rigueur et sont bonnes. C'est ça, il y a des tempéraments. Non, mais il faut bien dire que Astérix, c'est quand même une grammaire extrêmement rigoureuse, qui a été confiée à 2 auteurs qui sont quand même connus pour aussi leur approche rigoureuse du travail. Donc forcément, ça... C'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas. Mais c'est ça qui amène le résultat. C'est-à-dire que sinon, on pourrait vous dire, c'était super, on s'est super amusé, mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison de faire une assemblée où vous racontez l'expérience. Il y a la différence entre la promotion et puis, quand on raconte ce qui s'est passé pendant la guerre, par exemple. C'était un peu les tranchées pour nous à ce moment-là, donc on vous l'explique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on regrette de l'avoir fait. Ça ne veut pas dire que sinon on n'aurait pas fait un deuxième. Et on vous dit aussi, le deuxième, on s'est bien amusé, on est content du résultat, on a réussi à faire la fusion, c'est-à-dire le fait de faire un travail en collaboration vraiment là-dessus. Donc on est content parce que c'est ça qu'on voulait faire. On n'a pas pu le faire pour le premier parce qu'il y avait trop contre. Et en plus, ça aurait été de toute façon, même avec des conditions positives, ça aurait été vraiment difficile parce que c'est un énorme classique, tout le monde connaît ça par cœur. Donc, en gros, si vous voulez, quand vous faites une reprise, vous dites j'ai fait ce dessin-là, il est bien, il ressemble bien à du Uderzo standard. Et puis bon, celui-là n'est pas terrible, mais il y a quelques dessins Uderzo qui sont moins bons, donc c'est ok. Vous faites ce rapport-là. Le lecteur, en tant que lecteur moi-même, c'est comme ça, je pense à Astérix, et je me dis, je me rappelle de tous les meilleurs moments. J'additionne tout ça dans ma tête, que ce soit scénario, dessin, et je me dis, voilà, je vais évaluer une reprise
par rapport à ces meilleurs moments. Et en fait, il n'y a pas d'album comme ça. Vous n'avez pas d'album d'Astérix qui collectionne tous les meilleurs moments d'Astérix. Par contre, le lecteur attend ça. Et nous, on est du contraire, on est de l'autre côté, on se dit, on arrive à faire quelque chose qui ressemble, on pourrait croire que c'est... Donc on est vraiment de l'autre côté. Et effectivement, c'est assez difficile d'arriver à joindre ça. Et on était plutôt content du résultat au niveau des critiques, parce que basiquement, l'album était bien reçu. Même en tout cas, on n'a jamais entendu parler de trahison par rapport au personnage, par exemple. Pour moi, c'est là une attention toute particulière que j'ai, c'est rester dans le fil psychologique des personnages. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un Astérix très déglingo, avec vraiment un truc révolutionnaire à chaque page. Moi aussi, je peux l'imaginer. De tout foutre en l'air, de me lâcher, comme on dit, bon, ça, on peut le faire. Mais à ce moment-là, la rigueur par rapport à ce qu'on entendrait, c'est « Ah, mais attention, vous n'êtes plus dans Astérix. C'est bien votre histoire, mais moi, je ne reconnais plus Astérix, je ne reconnais plus le caractère d'Obélix, je ne reconnais plus... » Donc tout ça, c'est des contraintes que vous avez, vous devez respecter cet univers aussi. Une autre question? D'abord, je voulais savoir si c'est pour la promotion d'Astérix chez Epic que vous avez acheté une chemise dans le t-shirt écossais. Non, j'en avais plusieurs déjà, c'est quelque chose qu'on porte souvent aux États-Unis, c'est plus pratique. Bon, donc je suppose que l'éditeur vous a imposé de faire à la façon Uderzo, parce que quand on prend l'exemple de... C'est pas seulement l'éditeur, Uderzo aussi voulait une reprise, disons c'est logique, vous savez, c'est pas... En gros, quand vous vendez du Astérix, vous ne vendez pas Uderzo, vous vendez Astérix. Non, parce que contrairement à Spirou, on voit maintenant, ça part dans toutes les directions. Oui, mais déconcertant. Mais écoutez, là, il y a un truc qui est simple, c'est plus un album se vend, plus une série est connue, plus vous devez respecter les codes. Spirou se vend très peu, en fait. C'est des ventes qui sont au maximum à 100 000, et les albums se vendent entre 30 et 70 000. Ça veut dire qu'il y a... C'est pas du tout la même logique éditoriale. Pour l'éditeur, le danger est très minime. Je veux dire, s'il perd 20 000 albums de vente, bon, il en perd souvent bien plus que ça. Là, suivant ce qu'on fait, vous arrivez à une vente qui va passer de, je sais pas, 2 millions, 2,5 millions. Ça peut chuter à 1,5 million. Ça veut dire qu'ils peuvent perdre 1 million d'albums. C'est pas vraiment quelque chose qui les emballe au départ. Après, il faut rappeler que Spirou, immédiatement, a changé de dessinateur et de style. Oui, c'est dans son code génétique. Ben non, mais même Franquin, c'est pas imposé le style de départ. Mais quand Tom et Jean-Marie ont repris Spirou, ils ont quand même collé au graphisme de Franquin. C'est après Tom et Jean-Marie où ça s'est... Mais là encore, il y a une autre chose à remarquer, c'est que Spirou, au moment où Tom et Jean-Marie s'est vendu à peu près au niveau de ce que vendait Franquin, mais ils ont fait un bien meilleur résultat en faisant Petit Spirou qui se vendait 3-4 fois plus. Donc tout d'un coup, le personnage de Spirou était beaucoup moins important pour l'éditeur. Ce qui comptait, c'était le Petit Spirou en fait au niveau des ventes. Donc le Spirou, c'est devenu une sorte de... Ils ont bien fait, je pense, parce que c'était possible de faire ça avec Spirou sans que les gens réagissent particulièrement mal. Il y avait quand même une historique de reprise. Et puis bon, c'est dans la logique d'un journal aussi. Mais Astérix, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. D'ailleurs, on peut dire vous essayez, mais vous qu'il va y avoir le petit Astérix. Ça, c'était une des peurs que j'ai eues au début. Quand on m'a contacté, je me dis, mon Dieu, Paul, qui va faire ça. Je vais essayer. Petit Astérix sans La date prévue de sortie du prochain album, je ne sais pas si on a le droit de la révéler. On a le droit. On a le droit, je confirme. Le 22 octobre. 2017. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de temps, ils nous en ont parlé. Vous avez parlé des codes et de ces choses-là à respecter. Vous avez parlé du travail d'intervention de son aigle artistique, on va dire. Mais est-ce que lui-même est intervenu un peu, l'éditeur ou lui-même en personne, pour donner un avis, pour voir les choses, avant de vous lâcher un peu la production? J'en ai la question. Ouais, vous deux. Est-ce que c'est au sujet du premier ou du deuxième album? Ouais, justement.
savoir si sur les albums, on est tombé, tu vois, je pense que Vas-y. récupérer de cette thème, et surtout savoir si M. Larzo lui-même est. Sur le premier album, c'est vrai que Albert Uderzo était présent. Il y a eu plusieurs rencontres en fait, qui étaient toujours impressionnantes parce que bon, c'était rencontrer l'auteur historique d'Astérix. Bon, c'était pour nous, ex-jeunes lecteurs, c'était quelque chose d'impressionnant. Et Albert Uderzo a suivi, c'est vrai, les différentes étapes. Au niveau du scénario, il a fait quelques petites remarques, mais c'était assez léger. Il y a eu assez vite une confiance. Il n'y a pas eu, comme on le croit souvent, un cahier des charges. Parce que les gens croient souvent qu'on m'a dit fais ceci, fais pas cela. En fait, pas du tout. C'est vous-même qui vous dites bon, vous devez écrire un Astérix, vous allez essayer d'être conforme à l'original. Donc c'est vous-même qui vous mettez les limites. Ensuite, quand Didier est arrivé, il a été évidemment plus dans sa partie, il a suivi davantage le dessin. Voilà pour le premier album. Et pour le second. Oui, donc je reprends un petit peu. Pour le premier album, c'était évident qu'il fallait vraiment coller surtout, il fallait qu'Astérix et Obélix soient le plus proche possible de l'original. La difficulté également, c'était que Astérix et Obélix ont quand même changé graphiquement tout le long de la série. Donc il fallait que je trouve disons quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde. Moi, je préférais les personnages d'avant, parce que c'est ce que j'avais lu Tanti, et je n'avais pas vu les derniers albums. Donc j'ai essayé de coller vers une époque qui correspondait au Devin, à peu près, quoi, parce que c'est un style intermédiaire qui est vraiment caractéristique d'Astérix. Les personnages ont un peu grandi, mais si j'avais fait un style plus antique, plus ancien, comme voulait faire Jean-Yves, on arrivait à Astérix Légionnaire, et c'est des personnages qui étaient beaucoup plus ramassés. Et là, ça se serait vu que c'était trop différent. Donc j'ai dû choisir ça. Mais bon, Uderzo n'a pas eu de problème avec ça. Le problème, c'était plutôt que les codes et les détails graphiques soient conformes au dernier. Donc par exemple, c'était rapport de taille de personnage, la lumière dans l'œil d'Astérix. Dans l'œil d'Astérix, j'ai vraiment eu des problèmes. Et le nombre de raies sur les pantalons, sur les brais d'Obélix, parce que ça, j'ai jamais réussi à compter ça convenablement. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, les références que j'avais, ils avaient 12 raies, et puis en fait, maintenant, c'est 3,5. Donc pour arriver de 12 à 3,5, il m'a fallu plusieurs étapes. Et ce genre de truc est usant. Oui. Et puis aussi, la façon dont il concevait Obélix, en fait, c'est un peu comme une outre. Bon, ça, je l'avais pas vraiment vu au départ, mais en même temps, c'est un personnage qui a des épaules. Il n'avait pas des épaules au début, il en a eu par la fin. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui puisse, à la fois, que je puisse sentir, qui ne trahisse pas ma vision à moi et qui satisfasse Uderzo. Ça n'a pas été simple, mais il est arrivé. Pour le deuxième, il m'a laissé tranquille. Il m'a juste dit que des premières pages, Astérix c'était un peu trop petit. J'ai commencé à la réduire. J'ai agrandi, puis c'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit, autrement tout le monde. Il n'y a pas de problème. Enfin, pour l'instant. Je ne sais pas s'il a fait toutes les pages. Sur le scénario, pareil, il y a eu un aval de sa part. Je peux savoir pas. C'est un album cartonné, je crois qu'on dit. Ça va être la dernière question. Donc, juste pour mon travail, qui a un peu été dit, moi je veux vous remercier d'avoir fait cet album, parce qu'il est carrément meilleur les deux précédents déjà. Donc, pour moi, ça réinscrit dans un nouveau cycle. Merci. You're welcome. Voilà. Et ça a été dit qu'une part, vous avez pu avoir accès à des scénarios originaux et à des scans de plus ou moins bonne qualité, comme des dessinateurs aussi, des originaux. Et je pense qu'entre Uderzo et Lucie, d'avoir regardé ça déjà, je ne connais pas, bien entendu, pour communiquer, pour que ce qui est exprimé dans le scénario puisse se retrouver dans les dessins. Et vu que vous, avec ce que vous avez raconté, avec un scénario qui est élaboré 1 ou 2 ans à l'avance, et puis un dépôt de dessinateur qui est arrivé après derrière, est-ce que vous avez pu avoir les petites ficelles qu'ils avaient
repartir à zéro avec vos propres codes à vous et à construire une nouvelle communication entre vous? La technique est quand même très différente. On ne travaille pas du tout de la même manière que Uderzo et Goscinny, en fait. Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Pour ça, le point commun qu'on a pu adopter cette fois-ci pour le deuxième album, c'est que donc on se connaît aujourd'hui avec Didier, et que comme Albert, Uderzo et René Goscinny, cette fois-ci, on a pu parler. Et c'était un petit peu ce qui se passait au début de chaque Astérix, c'était une rencontre entre les deux. Goscinny donnait ses idées, et Uderzo pouvait réagir. Puis l'autre tenait compte de la réaction du dessinateur, etc. Il pouvait introduire quelques éléments que le dessinateur pouvait dire, tiens, ça je le sens bien, je verrai bien cette scène, je verrai bien ce dessin, etc. Et puis voilà. Et après Goscinny repartait avec tout ce bagage et puis il tapait son scénario. Cette fois-ci, on se rapproche plus de ça puisqu'on a eu la chance de parler en amont de l'album. Mais le processus est quand même différent puisqu'en fait, je suis le travail durant sa progression. Donc ça influence Jean-Yves au fur et à mesure du travail également. Donc il y a plus, je ne sais pas comment il travaillait, hein, mais il y a une vraie interaction maintenant. C'était le but, hein, le but c'était d'arriver à faire qu'on puisse collaborer vraiment sur le deuxième et voir si on pouvait s'entendre en travaillant. Ça, au niveau du scénario, au niveau du dessin, puisque comme je l'ai dit, moi je travaille par dessin de scénario, c'est un storyboard, donc on peut rebondir avec Didier. Il bouge des choses, moi je peux lui dire là d'accord, mais attention à ça, lui peut. Voilà, on peut s'ajuster. Oui, c'est-à-dire que je fais une proposition de mise en scène et libre à Didier après de la mettre à sa main. Mais moi, dans ma première mise en scène, déjà, j'essaie de calquer ça sur ce qu'est un Astérix. Déjà visuellement, je défriche un peu pour que le rythme et la lecture ressemblent à Est-ce que c'est pas ce qu'on voit sur l'écran en ce moment? Je sais pas. Il y a deux présentations de la même scène. Voilà, ça c'est un storyboard. Je montrer. Ah oui, là-haut. Il y avait deux façons. Peut-être que le premier était basé sur le storyboard et le deuxième. Voilà. C'est les étapes. Les deux du haut, c'est pas la même façon de voir la scène. C'est difficile de voir C'est sur la même l'écran. scène. C'est la même scène. C'est la même Parce qu'entre scène. les deux, là on voit d'en haut. Non, c'est un truc. Ça, c'est son travail à lui. Là, il n'y a pas mon travail, j'arrive à l'ensemble. Ça, c'est exactement le fait de. Ça, c'est la page 8 ou comme ça. Et donc, c'est les pages que j'ai plus retravaillées quand j'ai re-ancré. Quand j'ai ancré, à partir de la fin, là, je suis arrivé à quelque chose, je me suis rendu compte que la mise en scène de départ ne coulait pas vraiment avec le style Uderzo. Et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de plus linéaire, plus petit théâtre, fonctionnait mieux. Mais la première aurait pu être la copie du storyboard. La première. Je sais pas encore différent. Non, c'est pas vraiment comme ça non plus. Simplement, ça a été approuvé, ça a fonctionné, puis après, je n'étais pas content, donc je l'ai refait. J'avais pas de temps, mais j'ai vraiment. Est-ce que vous avez compris pourquoi le pic se réveille à cet instant? Parce que Voilà, Camomille, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on le lit. On voit quand on le lit. Voilà. c'est pour savoir si on l'a vu. Voilà. Bon, bah c'est fini, hélas.